Retournez-vous. Les mains dans le dos. Il n'interroge pas, ne conteste pas, ne scie pas. Il obéit, simplement. Les menottes se referment dans un claquement sec. Le contact glacial du métal sur sa peau. Un son définitif, irrévocable. Lundi, 8h47 du matin. Dans le hall d'accueil de Synergie Innovation, le verre et l'acier poli renvoient la lumière du matin en éclats aveuglants. 200 employés sont pétrifiés, leurs gestes interrompus en plein vol. Des gobelets de café flottent dans les airs. Les conversations se sont tues. Léo Dubois, 38 ans, père veuf, chauffeur de direction, se tient les mains liées derrière le dos, flanqué de 2 policiers comme s'il représentait une menace imminente. Pourtant, il n'a rien de menaçant. Il est celui qui propose ses câbles de démarrage dans le parking souterrain sans jamais accepter un centime. Celui qui connaît par cœur les préférences de café de chacun. Celui qui ramène discrètement les cadres ayant trop bu, sans jamais faire la moindre allusion le jour suivant. Mais tout cela n'a plus aucune importance. Des smartphones se dressent comme des pistolets. Filmant, immortalisant, des légendes déjà en cours de rédaction. En quelques minutes, son visage sera partout. Une voix chuchote, mais suffisamment fort pour qu'il puisse l'entendre, « J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui. » Une autre ajoute, « C'est un père célibataire. » Il devait être aux abois financièrement. Léo encaisse chaque mot, mais son expression reste de marbre. Pas une seule vibration. Parce que ce matin, sa fille Manon lui a donné un dessin. 2 silhouettes stylisées se donnant la main. Il l'a soigneusement pliée et l'a mis dans la poche de sa chemise, juste sur son cœur. Elle lui a demandé de le garder tout près, pour qu'elle soit toujours avec lui. Il avance, la tête droite, sa dignité pour seule cuirasse. Les portes automatiques en verre s'écartent, il passe au travers et son image se dissout. 3 étages plus haut, Chloé Mercier est à sa fenêtre. PDG, la plus jeune à ce poste dans l'histoire de la société, une figure intouchable. Son visage est livide, empreint d'incompréhension. Elle n'était pas au courant. Pourtant, elle n'intervient pas. Retour 72 heures en arrière. Vendredi, 6h12. L'appartement de Léo, modeste mais d'une propreté méticuleuse. Au mur, des photos d'une femme au regard doux, son épouse, décédée il y a 4 ans. Une odeur de crêpes flotte dans la cuisine. Manon, 8 ans, est à table, absorbée par son dessin, ses crayons de couleur réduits à des moignons. Dis, papa, commence-t-elle sans lever les yeux, pourquoi tu t'arrêtes tout le temps pour aider les gens? En faisant sauter une crêpe, Léo pèse la question avec le sérieux qu'elle mérite. Parce que c'est elle qui la pose. Parce que c'est ce que ta maman aurait fait, dit-il enfin. Et parce que c'est notre nature. Manon acquiesce et continue de colorier. Elle pousse ensuite la feuille vers lui. 2 bonshommes en bâton, lui et elle, main dans la main, sous une pluie battante. Malgré tout, il sourit. C'est pour ta poche, explique-t-elle, pour que je reste avec toi. Il le plie délicatement et le glisse dans sa poche de chemise, contre son cœur. 4 ans plus tôt, sa femme a perdu la vie. Un accident de la route. Il était au volant. Pluie, chaussée glissante. Un autre véhicule a brûlé un feu rouge. 12 années de service comme secouriste, des centaines de vies sauvées. Mais pas la sienne. Incapable de la sauver, il a démissionné dès le lendemain pour devenir chauffeur de direction. Un travail dans l'ombre, sans la responsabilité d'une vie entre ses mains, avec pour seule dépendante sa fille, Manon. Prête pour l'école. En route, ma puce, dit-il. Elle saisit son cartable. Ils descendent jusqu'à sa voiture, une vieille Renault 4 en parfait état de marche. Chaque matin, il l'emmène. Le même parcours, le même rituel. Passe une bonne journée, papa, lui lance-t-elle en descendant. Toi aussi, ma chérie. Il attend qu'elle franchisse les portes de l'école avant de démarrer. Ce soir, c'est la soirée d'anniversaire de la société. Les 10 ans de Synergie Innovation. Il est de service tardif, alors qu'il ne rêve que d'être chez lui. Vendredi, 21h15. Le toit-terrasse de Synergie Innovation. Le panorama urbain scintille à leurs pieds. Le champagne coule, la musique est assourdissante. Vêtue d'une robe noire, Chloé Mercier monte sur l'estrade.
Sa posture est impeccable, sa présence charismatique. Elle parle d'innovation, de croissance, d'avenir, d'une voix assurée et puissante. Pourtant, Léo remarque un léger tremblement dans sa main. À peine perceptible. Chloé Mercier, 34 ans, la plus jeune PDG de l'histoire de l'entreprise. Partie de rien, elle a érigé la division technologique et a triplé le chiffre d'affaires en 3 ans. Respectée et crainte de tous, elle reste une énigme. Léo observe de loin, dans l'anonymat qu'il affectionne. Chloé lève son verre, trinque à la santé de l'entreprise et avale sa coupe d'un trait. Puis une autre, et une autre encore. Quelque chose cloche ce soir. Il le sent à sa façon de rire trop fort, de boire trop vite. Dans un coin, Stéphane Leblanc regarde aussi. Le DRH, 20 ans de maison, qui a vu passer 3 PDG. Il murmure aux oreilles des membres du conseil, un sourire qui ne trahit aucune émotion. Dehors, il commence à pleuvoir. D'abord une bruine, puis des trompes d'eau. Léo consulte sa montre. 22h30. La fête se termine. Il a hâte de rentrer border Manon. Vendredi, 23h23. Parking souterrain. Du béton et des ombres. La soirée est finie. Les pas de Léo résonnent dans le silence. Il aperçoit une forme affaissée près d'une Mercedes. Une robe de soirée. Des cheveux noirs sur le ciment froid. Chloé. Évanoui. Il s'accroupit, contrôle sa respiration. Faible, mais stable. Son pouls est régulier. Alcool, pas autre chose. Ses réflexes d'ancien secouriste prennent le dessus, une mémoire musculaire d'une vie antérieure. Il balaie le parking du regard. Vide. Il pourrait alerter la sécurité. Où s'en aller? Ce n'est pas son problème. C'est sa supérieure, cela pourrait mal tourner pour lui. Mais c'est avant tout un être humain, seul et sans défense sur un sol glacial. Il ne peut pas la laisser là. Il la soulève délicatement. Elle pèse moins qu'il ne l'aurait cru. Il la transporte jusqu'à sa voiture et l'allonge avec soin sur la banquette arrière. Dans la pénombre, un flash. Une photo vient d'être prise, mais Léo ne s'en aperçoit pas. Les individus comme Stéphane Leblanc prospèrent sur votre silence. Ne leur faites pas ce cadeau. Abonnez-vous si la vérité est importante pour vous. Ne laissez pas la couardise triompher. Poursuivons. Il roule sous la pluie qui s'abat sur le pare-brise, transformant les lumières de la ville en traînées diffuses. De l'arrière, Chloé marmonne, ne me quittez pas. Je ne vous quitte pas, madame, répond-il. Je vous ramène. Son immeuble est une tour qui perce les nuages. Le concierge la reconnaît et leur ouvre l'ascenseur sans un mot. Léo la porte jusqu'au 32e étage. Le Penthouse est à couper le souffle, avec ses immenses baies vitrées qui dévoilent la ville illuminée. Il trouve la chambre, la dépose sur le lit, lui ôte ses talons et la couvre d'une couverture. Il s'apprête à partir. Sa main se saisit de son poignet. Une prise fragile, mais chargée de désespoir. Ses paupières battent. Elle est à peine consciente. Ne me laissez pas, supplie-t-elle d'une voix brisée. Je vous en prie. Léo est cloué sur place. Ces mots recèlent une fêlure, une détresse authentique qu'il connaît trop bien. Il va s'asseoir sur le canapé du salon, loin de la chambre. Je ne bougerai pas, madame. Sa main le lâche. Elle a replongé dans l'inconscience. Léo reste là, à contempler la pluie qui strie les vitres et la ville qui rougeoie en dessous. Il ne ferme pas l'œil de la nuit. Il va vérifier qu'elle va bien à 2 reprises, lui apporte un verre d'eau fraîche à 2 heures, trouve des comprimés d'aspirine qu'il dépose sur sa table de nuit. À 2h15, il envoie un texto à sa voisine. J'aurai du retard. Manon dort bien? La réponse est quasi instantanée, comme un loir. Ne t'inquiète pas. Il s'installe plus confortablement, mais ne s'endort pas. Il veille. Dehors, l'orage fait rage. À l'intérieur, 2 inconnus partagent un silence, sans se douter que leur vie vienne de basculer. Samedi, 6h58. La lumière du jour envahit le Penthouse, crue et sans pitié. Chloé ouvre les yeux, la tête lourde, la bouche pâteuse. Un goût d'amertume et de regret. Elle est dans son lit, toujours habillée,
mais déchaussée et recouverte d'une couverture. Ce n'est pas son œuvre. La panique l'envahit. Elle se redresse, aperçoit le verre d'eau, l'aspirine, et une chemise d'homme pliée sur le plan de la salle de bain. Des bribes de souvenirs lui reviennent. La soirée, les verres, le parking. Puis le trou noir. Des heures effacées. La peur lui tord les entrailles. Elle sort de la chambre à pas de loup, le cœur tambourinant. Léo est dans la cuisine. Il a fait du café et est en train de balayer les morceaux d'un vase qu'elle a sûrement fait tomber. Il la voit, son expression est sereine, son regard franc. « Votre café est servi », dit-il. Elle le dévisage, confuse. « Avez-vous ? » ? « Non. »« Comment puis-je en être sûr ? » ?»« Vous ne le pouvez pas. »« Mais moi, je le sais. » Le silence est pesant, chargé d'électricité. Il lui tend une tasse. 2 sucres, une touche de crème. Comment sait-il ? Elle se souvient alors qu'il lui a servi son café des dizaines de fois au bureau. Elle n'y avait jamais prêté attention. Il enfile sa veste. « Je vais vous laisser. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Arrivé à la porte, il s'immobilise, sans se retourner. « Vous m'avez supplié de rester, alors je suis resté. » Il ne s'est rien passé d'autre. Puis il disparaît. Chloé est seule avec son café qui se fige et ses mains qui tremblent. Elle regarde la chemise, l'aspirine, autant de preuves d'une sollicitude inattendue. Mais elle ne peut s'y fier. Ne faire confiance à personne est sa règle de survie. Dimanche, 22h47. Le bureau à domicile de Stéphane Leblanc. Bureau en chêne massif, fauteuil club, les murs tapissés de photos de lui en compagnie de personnalités influentes. Il sourit devant son écran d'ordinateur. La photo y est affichée, Léo portant Chloé, la tête de celle-ci reposant sur son épaule, le bras de Léo autour de sa taille. Un informateur, anonyme la lui a fait parvenir. Stéphane la recadre, zoom, joue avec les contrastes pour la rendre plus inquiétante, plus suggestive. Le geste d'aide de Léo prend une tournure possessive. L'état d'inconscience de Chloé devient suspect. Il rédige un email depuis une adresse anonyme. Objet, j'ai pensé que vous aimeriez voir ceci. Destinataire, 50 employés. Lundi matin, l'image aura fait le tour de l'entreprise. Il s'enfonce dans son fauteuil, satisfait. Chloé Mercier est trop puissante, trop autonome. Elle a l'oreille du conseil, pas lui. Depuis 20 ans, Stéphane tire les ficelles dans l'ombre. Les RH sont une mine d'informations, il connaît les failles de chacun. Mais Chloé ne dépend pas de lui, elle ne le craint pas. C'est un problème. Cette photo est la solution. Elle la présente comme une femme faible, vulnérable, qui prend de mauvaises décisions. Si un innocent doit en pâtir, c'est un dommage collatéral acceptable. Stéphane éteint son ordinateur, se sert un verre de whisky et sourit. Lundi, 7h30. Avant l'arrestation. Le bureau de Chloé, au dernier étage, avec vue panoramique sur la ville. Stéphane frappe et entre. Il faut qu'on parle de vendredi soir. Chloé lève des yeux cernés par une nuit blanche passée à reconstituer le puzzle. Et alors ? Stéphane s'installe sans y être convié, son ton est faussement protecteur. Une photo circule. Le conseil s'interroge. C'est votre réputation qui est en jeu. Quelle photo ? Il lui montre la version retouchée. Le sang quitte son visage. Ce n'est pas on dirait, je sais ce qu'on dirait, la coupe-t-il. Et c'est pour ça que je suis là. Pour vous couvrir. Elle est hypnotisée par l'image, par le visage de Léo, cet homme qui l'a secouru, mais la photo raconte une toute autre histoire. Je dois savoir ce qui s'est passé, insiste Stéphane. Pour votre propre bien. Je ne me souviens pas de tout, sa voix est à peine audible. Il était là à mon réveil. Je ne sais pas si là, elle laisse sa phrase en suspens. Elle ne l'accuse pas, mais ne le défend pas non plus. Stéphane acquiesce, l'air compréhensif. C'est suffisant. J'ai compris. Laissez-moi gérer la situation. Il se lève. Occupez-vous de l'entreprise. Je m'occupe de M. Dubois. Il quitte le bureau avec un sourire qui s'élargit dans le couloir.
20 minutes plus tard, il est au téléphone. Allô, l'inspecteur? Je souhaite signaler un incident. Notre PDG a été agressé vendredi soir. Le suspect est un de nos employés, Léo Dubois, chauffeur. Il dépose la plainte lui-même, en se basant sur les propos ambigus de Chloé et en ajoutant des éléments de son cru. Agression supposée. La victime, en état d'ébriété, n'a pas pu confirmer les faits. Le DRH, Stéphane Leblanc, agissant au nom de la PDG Chloé Mercier. L'engrenage est enclenché. 1 heure après, la police est dans le hall. Nous y sommes. Léo n'a rien fait. Chloé n'a pas porté plainte. C'est Stéphane. Les policiers s'avancent, le hall se fige, les menottes claquent. Léo passe au milieu des regards, des chuchotements, des téléphones. Quelqu'un lâche, il paraît qu'il l'a agressé. Un autre, les pères célibataires, ils sont tous au bord du gouffre. Un autre encore, je l'ai toujours trouvé étrange. Il entend tout, mais son visage reste impassible. Il pense à Manon, à la façon dont il lui expliquera, à ce qu'elle lira sur Internet. Arrivé aux portes vitrées, il s'arrête, un instant, et regarde en arrière. 3 étages au-dessus, Chloé le regarde, le visage pâle et confus. Elle n'a pas voulu ça, mais elle n'a rien fait pour l'empêcher. Les portes se ferment, effaçant son reflet. Stéphane Leblanc a souri en ruinant la vie d'un innocent. Si les gens comme lui vous répugnent, abonnez-vous. Si vous pensez que la vérité doit l'emporter sur la manipulation, commentez, il doit payer. Seuls les hypocrites et les menteurs resteront silencieux. Lundi, 11h14. Commissariat de police. Des murs de béton, le grésillement d'un néon. Léo est assis dans une salle glaciale. Prise d'empreintes, photos, interrogatoire. L'inspecteur Nicolas Girard l'observe de l'autre côté de la table, son expérience lui dicte que quelque chose ne tourne pas rond. Le rapport mentionne une agression, mais nous n'avons aucune preuve matérielle, pas de constat médical, rien. Juste la déposition de votre DRH. Léo le regarde droit dans les yeux. Je ne l'ai pas agressé. Je l'ai aidé, rien de plus. Pourquoi votre DRH aurait-il fait ça? Demande Girard. Je l'ignore. Nous, non. Girard s'adosse à sa chaise. Votre histoire me semble plausible, mais je dois suivre le protocole. Vous comprenez? Oui, monsieur l'inspecteur. Vous avez droit à un appel. Léo appelle sa voisine. Il ne lui explique rien, lui demande juste d'aller chercher Manon. Puis il entend la petite voix angoissée de sa fille. Papa, tu es où? Son cœur se serre. Je rentre bientôt, ma puce. Promis. Tu as fait une bêtise. Demande-t-elle. Un silence qui dure une éternité. Des grandes personnes ont fait une erreur, mais ça va s'arranger. Je te crois, papa. Je sais, ma chérie. Je sais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, plus que tout au monde. Il raccroche et ravale les larmes qui menacent de couler avant que Girard ne les voie. Il est seul, les murs se resserrent autour de lui. Sa vie est en train de voler en éclats. Mardi, 16h15. Libéré sous caution. Aucune charge retenue pour le moment. L'enquête se poursuit. Léo quitte le commissariat. Il est libre, sans l'être vraiment. Son téléphone sonne. Un email DRH. Suspension à effet immédiat. Salaire bloqué. Dans l'attente des résultats d'une enquête interne. Il retourne au parking souterrain pour récupérer sa voiture. Il se fige. Le mot « prédateur » a été gravé sur la portière, les lettres profondes lacérant la carrosserie. Il le contemple, sans réaction. Il monte à bord et rentre chez lui. Manon l'attend. Dès qu'il passe la porte, elle se jette dans ses bras, enfouissant son visage contre sa poitrine. Tu es là. Je suis là, ma puce. Elle le regarde, elle lit sur son visage, les enfants devinent tout. Je t'ai fait un cadeau. Elle lui tend un nouveau dessin. Lui et elle, sous la pluie. Mais cette fois, un rayon de soleil transperce les nuages, et un arc-en-ciel illumine le ciel. Tu vois, papa, la pluie finit par s'arrêter. Toujours, dit-elle.
Il la serre contre lui, le dessin dans sa main. Les mots lui manquent. Ce n'est pas grave. Mercredi, 2h17. Le pantouse de Chloé. 2 nuits sans sommeil. L'ordinateur est allumé. Elle repasse en boucle les enregistrements de la vidéosurveillance. Elle voit Léo la portant, avec une infinie précaution. Elle le voit la déposer sur le lit, lui enlever ses chaussures, la couvrir. Elle le voit se diriger vers la sortie. Elle se voit lui attraper le poignet. Elle entend sa propre voix, éraillée, suppliante. Ne me laissez pas comme il m'a laissé. Elle le voit s'asseoir sur le canapé et y rester toute la nuit, veillant sur elle, lui apportant de l'eau à 2h du matin, de l'aspirine. Elle le voit repartir à 6h, sur la pointe des pieds pour ne pas la déranger. Il n'a rien fait de mal. Il a tout fait bien. Alors, pourquoi cette arrestation? Elle accède au rapport de police grâce à ses privilèges de direction. Son cœur manque un battement. Plainte déposée par Stéphane Leblanc, DRH, au nom de la PDG Chloé Mercier. Elle n'a jamais rien autorisé de tel, n'a jamais parlé à la police. Elle lit le rapport, rempli de mots qu'elle n'a jamais prononcés, de détails qu'elle n'a jamais fournis. Agression présumée, victime en état d'ivresse et incapable de se défendre, suspect retrouvé au domicile de la victime le lendemain. C'est l'œuvre de Stéphane. Une fureur froide et lucide la submerge. Il s'est servi d'elle, il l'a transformée en arme. Elle creuse plus loin, dans les archives de l'entreprise. Elle trouve. Il y a 3 ans, Thierry Bernard, comptable, accusé de détournement de fonds. Les preuves avaient été fournies par les RH, par Stéphane. Thierry avait été renvoyé, son nom traîné dans la boue, blacklisté dans toute la profession. 6 mois plus tard, il s'était donné la mort en précipitant sa voiture d'un pont. Chloé regarde sa photo. Un homme d'une quarantaine d'années au regard franc. Père de 2 enfants. L'enquête post-mortem n'avait rien révélé. Pas de détournement. Des preuves circonstancielles, tout au plus. Mais il était trop tard. Thierry n'était plus là. Chloé referme son ordinateur. Elle reste dans le noir. Stéphane l'a tué. Pas avec un pistolet, mais avec des mensonges, des procédures, avec le système. Il recommence avec Léo. Pas cette fois. Elle rallume son ordinateur et commence à téléphoner. Jeudi, 9h30. Bureau de Chloé. Clara Martin, analyste junior, 26 ans, entre, nerveuse mais résolue. Vous vouliez me voir, Madame Mercier? Fermez la porte. Clara s'exécute. Vous étiez à la soirée, vendredi. Oui. Racontez-moi ce que vous avez vu. Clara marque une pause, puis se lance. J'ai vu M. Dubois vous trouver dans le parking. J'allais à ma voiture. Il a vérifié votre pouls. Il a été très doux. Il vous a porté jusqu'à sa voiture comme si vous étiez précieuse. Chloé encaisse. Pourquoi n'avoir rien dit? J'ai essayé, répond Clara. Je suis allé voir Stéphane. Il m'a dit que j'avais mal interprété la scène, et que je risquais gros à propager des rumeurs. Elle ajoute, j'ai eu peur. Et maintenant? Demande Chloé. Clara se redresse. Maintenant, j'ai plus peur de ce qui se passera si je me tais. Merci, Clara. Autre chose, dit Clara. D'autres employés ont vu comment Stéphane a retouché la photo, comment il a manipulé tout le monde. Les gens parlent. Ils ont peur de lui. Plus pour longtemps, assure Chloé. 1 heure après, le responsable de la sécurité est là. Vous avez demandé les vidéos du parking, Madame Mercier. L'intégralité de la soirée de vendredi, sous tous les angles. Il lui remet une clé USB. M. Dubois est un homme bien. Il a aidé ma mère une fois. Sa voiture est tombée en panne dans le parking. Il l'a démarrée avec des câbles. Il a refusé l'argent que je lui proposais. Il m'a juste dit que c'était normal de s'entraider. Il s'en va. Chloé visionne les images. On y voit Léo la trouvant, la secourant, la transportant. On y voit aussi une autre silhouette dans l'ombre. Un téléphone à la main, prenant la photo que Stéphane modifiera. Elle agrandit l'image.
C'est l'assistant de Stéphane. Le puzzle est complet. Vendredi, 5 heures. Bureau de Chloé. 40 heures sans dormir. Les dossiers sont étalés. Les vidéos prêtes. Les emails imprimés. Le certificat de décès de Thierry Bernard est en évidence. Les preuves sont irréfutables. Mais pour les révéler, elle doit s'exposer. Admettre son ivresse, sa vulnérabilité, sa faiblesse. Tout ce qu'elle a passé des années à dissimuler. Le Conseil remettra son jugement en cause, ses concurrents la verront comme une proie facile. C'est sur ça que compte Stéphane. Sur son orgueil pour le protéger. Elle appelle le président du Conseil. Réunion d'urgence. 9 heures. Présence obligatoire. Chloé, qu'est-ce qui se passe? Venez ou démissionnez. C'est vous qui voyez. Elle raccroche. Elle envoie un email à toute l'entreprise. Objet, obligatoire. Réunion générale à 9 heures. Aucune absence ne sera tolérée. Son téléphone sonne aussitôt. Stéphane. Elle ne répond pas. 10 minutes plus tard, il est à sa porte, l'air faussement inquiet. Chloé, je viens de voir votre convocation. On devrait peut-être en parler avant, garder ça pour la réunion, Stéphane, dit-elle sans le regarder. Il reste un instant interdit, une première faille dans son assurance. De la peur. Chloé, fermez la porte en sortant. Il obtempère. Elle s'autorise une longue inspiration, puis se remet au travail. Vendredi, 9 heures. Auditorium de l'entreprise. 500 salariés. Le conseil au premier rang. La presse a été prévenue, les caméras sont là. Stéphane est au deuxième rang, serein. Il ne voit rien venir. Chloé monte sur scène. Sans note. Sans prompteur. Avec la vérité. Il y a une semaine, cette entreprise a anéanti la réputation d'un homme, son gagne-pain, sa vie, commence-t-elle? Un silence de mort s'installe. Beaucoup d'entre vous y ont contribué, en partageant des photos, en colportant des rumeurs, en le jugeant coupable sans connaître les faits. Les têtes se baissent. Moi aussi, sa voix est ferme. J'ai laissé la peur faire de moi la complice d'un mensonge. Je suis ici pour rétablir la vérité. Elle appuie sur une télécommande. L'écran s'anime. Les images brutes de la vidéosurveillance, horodatées. On voit Léo la découvrant dans le parking, la secourant, la soulevant avec douceur, la ramenant chez elle, la déposant sur son lit, lui retirant ses chaussures, l'abordant, puis se retournant pour partir, sa main attrapant son poignet, sa propre voix, pâteuse et suppliante, ne me laissez pas comme il m'a laissé. On voit Léo sur le canapé, veillant toute la nuit, sans jamais s'approcher de la chambre. Fin de la vidéo. Silence. Cet homme m'a sauvé, la voix de Chloé résonne. Il est resté parce que je l'ai supplié de le faire. Il n'a fait preuve que de bienveillance. Elle marque une pause. Mais quelqu'un ici voulait vous faire croire le contraire. Elle fixe Stéphane. Il est blême. Stéphane Leblanc a porté plainte contre Léo Dubois. Sans mon accord, sans mon autorisation, en déformant mes propos. Un frisson parcourt l'assemblée. Il a aussi retouché et diffusé la photo, pour faire passer un acte de compassion pour une agression. Un clic. Les deux photos, l'original et la version de Stéphane, apparaissent côte à côte. La manipulation est flagrante. Et ce n'est pas la première fois. Le visage souriant de Thierry Bernard s'affiche. Il y a 3 ans, Stéphane Leblanc a accusé Thierry Bernard de détournement de fonds. Les preuves étaient fausses. Thierry a été licencié, humilié. La salle retient son souffle. 6 mois plus tard, il s'est donné la mort. Un sanglot étouffé se fait entendre. Il avait 2 enfants. Ils ont perdu leur père à cause de mensonges. À cause de Stéphane Leblanc. Stéphane bondit, le visage congestionné. C'est ridicule. Je protégeais l'entreprise. Je vous protégeais. Les portes du fond s'ouvrent. L'inspecteur Girard et 2 policiers entrent. Stéphane Leblanc, vous êtes en état d'arrestation pour fausse dénonciation, falsification de preuves et subornation de témoins. Le masque de Stéphane se fissure.
Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des avocats. Mais les policiers l'emmènent. Il refait le chemin de Léo, une semaine plus tôt. Sous les regards abasourdis et les objectifs des téléphones. Mais cette fois, c'est le coupable qui est menotté. Chloé le regarde partir, puis se retourne vers son auditoire. Léo Dubois est réintégré sur le champ. Son salaire lui sera intégralement versé, avec effet rétroactif. Il recevra des excuses officielles de l'entreprise, et est promu au poste de directeur de l'éthique. Des applaudissements éclatent. Ce n'est pas une célébration. C'est une prise de conscience. La honte, le soulagement. Nous lui avons manqué de respect, conclut Chloé, sa voix dominant les applaudissements. Je lui ai manqué de respect. C'est terminé. Elle descend de l'estrade. Vendredi, 18h47. L'immeuble de Léo. 3e étage sans ascenseur, couloir défraîchi. Chloé frappe, le cœur serré. La porte s'ouvre sur Manon. 8 ans. Un regard d'une maturité déconcertante. Elle reconnaît Chloé. C'est vous, la dame qui a fait du mal à mon papa. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat. Chloé s'accroupit pour être à sa hauteur. Oui, c'est moi. Vous regrettez? Demande Manon. Plus que tout. Manon réfléchit. Papa dit que regretter, c'est le début. Le plus important, c'est de faire mieux après. Ton papa a raison. Vous allez faire mieux? Je vais essayer. Manon acquiesce. Léo est là, derrière elle. Il voit Chloé. Son visage est une page blanche. Manon, va finir ton dessin, dit-il doucement. D'accord, papa. Elle jette un dernier regard à Chloé. J'espère que vous allez faire mieux. Elle rentre dans l'appartement. Léo sort dans le couloir et ferme la porte. La lumière du palier est blafarde. Une semaine de silence et de douleur les sépare. J'ai vu la conférence, dit-il d'une voix neutre. En ligne. Tout ce que j'ai dit était vrai. Je sais. Un silence. Je suis désolé, la voix de Chloé se fissure. C'est un mot bien faible, mais je suis sincèrement désolé. Léo ne répond pas tout de suite. Ma fille m'a demandé pourquoi on était méchant avec son papa. Il marque une pause. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Chloé ne cherche pas d'excuses. Elle écoute. Je ne regrette pas de vous avoir aidé, Léo la regarde, vraiment. Je regrette le prix que j'ai dû payer. Personne ne devrait avoir à payer pour ça. Je veillerai à ce que ça n'arrive plus. Pas dans mon entreprise. Jamais plus. Il hoche la tête. Ce n'est pas encore le pardon. Mais c'est un début. L'offre d'emploi est sérieuse, dit Chloé. Directeur de l'éthique. Vous seriez mon bras droit. Pour changer la culture, pour que ce qui vous est arrivé, et ce qui est arrivé à Thierry Bernard, ne puisse plus se produire. Léo reste silencieux un long moment. Je vais y penser. C'est tout ce que je vous demande. Elle s'apprête à partir, mais se ravise. Léo, dit-elle. Il attend. Merci. Pour cette nuit. De ne pas m'avoir abandonné. Je sais que je ne le méritais pas. Tout le monde mérite qu'on reste, madame. Il esquisse un sourire. Vous pouvez m'appeler Chloé. C'est l'habitude. Elle s'en va. Il la suit du regard. Le visage de Manon apparaît à la fenêtre. Elle lui fait un signe. Chloé lui répond. Vendredi, 20h10. Léo est assis au bord du lit de Manon. C'est leur rituel. Papa? Oui, ma puce. La dame, elle va être gentille, maintenant? Il l'aborde. Elle essaie. C'est le principal. Essayer, ça compte? Oui, ça compte. Manon sort un dessin de sous son oreiller. Regarde ce que j'ai fait. Léo le prend. 3 bons hommes en bâton. Lui, Manon, et une femme en tailleur. Ils se tiennent la main. Un grand soleil brille au-dessus d'eux. Plus de pluie. C'est qui, elle?
Il montre la troisième silhouette. La dame que tu as aidée. Elle était perdue, et tu l'as aidée à retrouver son chemin. La gorge de Léo se serre. Il est magnifique, mon trésor. Papa? Oui. Il faut continuer à aider les gens, même si c'est dur. Il regarde sa fille. 8 ans. Elle garde ses leçons comme des joyaux. Surtout quand c'est dur. C'est là que c'est le plus important. Elle sourit, apaisée. Tu es le meilleur papa du monde. Et toi, tu es ma meilleure raison de l'être. Il l'embrasse sur le front et éteint. Bonne nuit, ma puce. Bonne nuit, papa. Il referme la porte et reste dans le couloir, le dessin à la main. 3 silhouettes qui se tiennent la main. Un poids se soulève de sa poitrine. Un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Samedi, 8h15. Léo emmène Manon à l'école dans leur vieille Renault 4. Le dessin est collé au tableau de bord. 3 silhouettes. Un soleil radieux. Papa, regarde. S'écrie-t-elle. Il lève les yeux. Le ciel est d'un bleu pur. Le premier jour de soleil depuis une semaine. La pluie s'est arrêtée. Manon sourit. Je te l'avais dit. Elle s'arrête toujours. Il regarde sa fille, le dessin, la route qui s'ouvre devant eux. Oui, ma puce. Tu as raison. Son téléphone vibre. Un texto de Chloé. Le poste vous attend. Prenez le temps qu'il vous faudra. Il ne répond pas. Pas tout de suite. Mais quelque chose a bougé en lui. Le fardeau qu'il portait depuis 4 ans, la culpabilité, le besoin de se faire tout petit. Il est toujours là, mais plus léger. Certaines blessures ne guérissent jamais. Elles cicatrisent. Mais il le referait. Sans aucune hésitation. Parce que c'est ce qu'il est. C'est le père que sa fille a besoin qu'il soit. La voiture poursuit sa route dans la ville qui s'éveille. Un père et sa fille. Unis. En marche vers l'avenir. Stéphane Leblanc se pensait au-dessus des lois. Il a détruit la vie d'un innocent, en a poussé un autre au suicide, et il l'a fait avec le sourire. Si les gens comme lui vous révoltent, partagez cette vidéo. Montrez au monde que les serpents finissent toujours par se faire prendre. Commentez, justice rendue. Si vous croyez que la vérité finit toujours par triompher, abonnez-vous. Si vous êtes du côté des pères célibataires qui font le bien, même quand le prix à payer est exorbitant. Votre voix compte. Vos partages comptent. Parce que ces histoires doivent être entendues. Et les gens comme Léo doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls.